Donc, nous allons passer à la table ronde numéro 2. J'ai le plaisir d'accueillir sur cette table, je vais prendre dans l'ordre, donc Elsa Faucillon, qui est députée des Hauts-de-Seine. Ah pardon, il faut que je reste devant le micro. Ouais, je vais le prendre dans la main. Donc, qui est députée des Hauts-de-Seine depuis 2017. Je viendrai un peu plus loin sur la présentation parce que j'ai noté quelques petites choses dans ce que tu as pu faire. Mais Laurence Cohen, qui a été sénatrice jusqu'en 2023, sénatrice du Val-de-Marne, vice-présidente de la Commission des affaires sociales et vice-présidente de la délégation des droits des femmes à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. C'est juste. Cinderella Marchand, vice-présidente déléguée à l'enfance-famille du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Et Jean-Marc Durand, de la commission économique du PCF, qui a eu aussi une petite expérience d'élu local. Je vais tout de suite passer la parole à Laurence, qui, on a pris du retard, avec des engagements par la suite. Donc voilà. Oui, merci. Normalement, je l'ai ouvert. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et à mon tour de remercier Véronique Sanchez-Voir pour avoir organisé ces assises. D'abord parce que ça répond vraiment à une actualité avec une politique de l'enfance d'une manière globale qui doit être revue et corrigée. Et aussi parce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de rapports, et le rapport notamment évidemment d'Isabelle Santiago a marqué, parce que, comme elle l'a souligné, c'est un rapport qui est transpartisan, qui est à la fois riche parce que le bilan qui est tiré est vraiment extrêmement précis. Après un an de commission d'enquête, 93 recommandations, et si elles étaient toutes suivies, ça changerait effectivement la nature de la politique de la protection de l'enfance. Mais je dois dire quand même que ce rapport, il ne tombe pas dans un ciel serein. Ça n'est pas le premier rapport parlementaire qui a été fait. J'allais dire hélas, parce que les rapports que nous faisons quand nous sommes parlementaires, moi je ne le suis plus, j'ai été de 2011 à 2023, mais les rapports que nous faisons, c'est normalement pour effectivement aider à modifier les lois ou à en faire d'autres et pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui restent dans les rayonnages de l'Assemblée nationale ou du Sénat et qui ne sont pas suivis d'effet par manque de volonté politique de celles et de ceux qui nous gouvernent. Alors, je pense à d'autres rapports parlementaires, je pense aussi à des rapports de l'IGAS qui ont été faits sur les dysfonctionnements de la protection de l'enfance. Je pense aussi aux 46 recommandations de la défenseuse des droits qui ont été adressées le 29 janvier dernier à l'État via les ministères concernés. Alors, de quel ministère il s'agit? Solidarité, santé, justice, éducation nationale et enseignement supérieur, intérieur, ainsi d'ailleurs qu'aux préfectures, aux agences régionales de santé, aux départements, en lien avec le secteur associatif. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas été suivi d'effet. Je pense aussi à tous les témoignages, parce qu'il y a énormément de témoignages d'anciens enfants placés. Un des plus disons, célèbres, là récemment, c'est Elias Loufoque, mais qui a beaucoup dénoncé, mais qui a fait beaucoup de propositions, qui a été auditionné par beaucoup de commissions. Nous l'avons auditionné au Sénat, il a été auditionné à l'Assemblée nationale. Et puis, je ne sais pas ce que va donner la plainte, puisque suite au rapport d'Isabelle Santiago, il y a une plainte qui a été déposée contre la France auprès du Comité des droits de l'enfant de l'ONU pour violation grave et récurrente des droits des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance par une ancienne enfant placée qui est devenue aujourd'hui avocate, maître Sarah Després. Donc il y a des choses, hein, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas
dans un ciel serein. Il y a aussi des alertes qui ont été lancées par des professionnels, là encore auprès des directions, auprès des départements, sans que ça bouge réellement. Et parfois, d'ailleurs, ça nuit à leur propre carrière, hein, il faut le dire. Alors moi, je voudrais, pour pas être redondante, parce que la première table ronde et puis les témoignages de nos grands témoins ont déjà apporté beaucoup d'éléments. Donc moi, je vais partir de l'expérience que j'ai, à la fois en tant qu'ancienne parlementaire, mais aussi en tant que responsable politique au niveau du Parti communiste, des droits des femmes, du féminisme, sur une période quand même un peu longue, puisque je l'ai été de 2004 à 2018. Et moi, quand je vois quand même ce blocage qu'il y a pour que l'on reconnaisse les droits des enfants, ça me fait penser aux luttes que nous menons, que nous continuons de mener par rapport aux droits des femmes et par rapport à la reconnaissance des violences qui sont faites aux femmes, que ce soit des violences psychologiques, des violences physiques, des violences sexuelles ou sexistes. On a franchi un cap. On a franchi un cap avec notamment MeToo. Il y a eu une prise de conscience qui est une prise de conscience, je dirais, internationale, que ce ne sont pas des cas isolés, mais c'est systémique, ça provient d'un système, c'est le patriarcat. Donc il y a cette prise de conscience, mais on voit bien que c'est pas, on n'a pas gagné une bonne fois pour toutes, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui une mobilisation très forte des réactionnaires, des masculinistes dans tous les pays du monde. Et bon, malheureusement, je n'ai pas le temps, évidemment, d'en faire état, et ça n'est pas, c'est pas l'objet. Eh bien, j'ai quand même l'impression qu'au niveau des droits des enfants, nous n'avons pas encore réussi à franchir cette étape-là de reconnaissance concernant les violences physiques, psychologiques ou les violences sexuelles qu'ils ou elles subissent. Alors, je vais prendre quelques exemples que j'ai vécus en tant que législateur au niveau, par exemple, du Sénat. Il a fallu des batailles extrêmement importantes dans l'hémicycle. Et Jérémy l'a souligné, le Sénat, et Yann Brossa aussi, je crois, le Sénat est particulièrement réactionnaire, c'est une majorité de droite, et quand on essaye de faire avancer un certain nombre de choses, il y a vraiment des blocages, des résistances, on va dire. Il a quand même fallu attendre et se battre pour qu'il y ait une loi le 28 décembre 2019 qui visait à agir contre les violences au sein de la famille pour que l'autorité parentale de l'auteur de violences au sein du couple lui soit retirée ou suspendue. Moi, j'ai été sénatrice, mais mon activité, c'est pas une profession. C'est une responsabilité politique qui m'a été confiée par mon parti et après j'ai été élue. Mais j'ai une activité que j'ai gardée jusqu'à ma retraite qui est orthophoniste. Moi j'ai toujours considéré qu'un auteur de violence envers sa femme, sa compagne, ne pouvait pas être un bon père. Mais il a fallu attendre 2019 pour qu'il y ait une loi qui soit enfin votée. Il a fallu également se battre, et moi je vous encourage à aller sur les sites, que ce soit de l'Assemblée nationale, je parle pour Elsa, ou que ce soit en tout cas sur le Sénat, tout est public, donc vous pouvez entendre les réflexions qui sont faites d'un certain nombre de nos collègues, et c'est vraiment très instructif. Et donc le 21 avril 2021, après de grosses batailles, pour qu'une loi fixe à 15 ans le seuil en deçà duquel un mineur ne peut consentir à un acte sexuel avec un adulte. Vous vous rendez compte ? Et je ne vous dis pas toutes les discussions qu'il a fallu y avoir pour obtenir le seuil de 15 ans, où certains ne voulaient pas de ce seuil, et ils ne voulaient même pas qu'il y ait un seuil qui soit voté. La parole des enfants, on l'a dit, elle est souvent remise en cause, ou elle n'est même pas recueillie, ou voire elle n'est pas écoutée. Or, quand un enfant révèle des violences, il faut le croire et il faut le protéger. C'est ça le rôle des adultes que nous sommes. Et je crois que c'est aussi, ça n'a pas été beaucoup dit, sauf par une intervenante, c'est tout le sens du travail qui a été fourni récemment, hein, je ne parle pas de travail d'autres, par la Civise, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, présidée par le juge Durand. Pourtant, la commission, elle a été
considérablement rétréci et le juge Édouard Durand a été hélas remercié. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même à faire bouger l'ensemble de la société sur ces questions-là des droits de l'enfant. Et quand on parle des violences, on s'émeut à juste titre, et Jérémy l'a souligné, sur les réseaux prostitutionnels qui viennent littéralement faire leur marché au pied des foyers, au pied des hôtels, pour faire en sorte d'avoir des jeunes et des jeunes filles qui se prostituent. Mais hélas, mes chers camarades, c'est pas récent. Ça n'est pas récent. Ça dure depuis un moment. Alors ça s'est peut-être aggravé, maintenant on en est plus conscient, mais en tout cas, ça a été vraiment dénoncé. Et je me souviens qu'au Sénat, au moment où nous avons examiné la loi Taquet qui a été votée le 7 février 2022, nous avons recueilli à cette occasion de nombreux témoignages, le désarroi des personnels, des éducateurs, des éducatrices, des assistants sociaux qui ne savaient plus comment agir et qui n'avaient pas les moyens véritablement d'agir. Parce que si la protection de l'enfance tient à peu près encore debout, c'est grâce au personnel. Moi, je le dis, je les salue comme on a pu saluer les personnels hospitaliers. Donc, il y a des documents qui ont été réalisés sur toutes ces questions, sur toutes ces violences. Il y a eu des livres qui ont été également écrits. J'en ai pas parlé, mais il y a un livre qui est sorti récemment et qui a fait grand bruit. C'est le livre du journaliste d'investigation Claude Ardide, qui est paru le 9 avril 2025, et je vous encourage à le lire, il est extrêmement important. Donc je disais qu'il y avait des choses, on connaît la situation, et maintenant il faut qu'il y ait la volonté politique pour mettre en application les revendications, que ce soit des partis comme le Parti communiste, mais que ce soit les revendications syndicales. Je pense à la CGT, et Barbara est très bien intervenue là-dessus. Et je ne reviendrai pas sur les propositions du parti, d'abord parce que vous les avez sous les yeux, et puis parce qu'en 2022, Fabien Roussel m'avait demandé de le représenter au forum du CEP Enfance. C'est un collectif pour construire ensemble la politique de l'enfance, et en tant que candidat à la présidence de la République, Fabien Roussel, en 2022, n'était pas présent, et donc m'avait demandé de le représenter pour répondre aux questions de ce collectif, dont j'avais décliné les propositions du parti à ce moment-là. Et puis, ça va faire l'objet, je crois, de toute l'après-midi des travaux. Mais je voudrais dire que les blocages, ils perdurent, parce que j'entends dire encore c'est difficile de trouver des places dans les hôtels, etc. Mais est-ce que vous savez que la loi interdit le placement à l'hôtel? C'est la loi Taquet, dont j'ai parlé, du 7 février 2022. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'alors que cette loi a été votée, avec des possibilités aussi d'aménagement pour permettre un temps d'adaptation pour les départements, mais comment on peut expliquer qu'il a fallu attendre 2 ans pour qu'il y ait le décret d'application? 2 ans. Alors qu'on sait très bien que les hébergements en hôtel, ça n'est pas la solution. Comment accepter la déclaration des départements de France qui jugent la loi Taquet optionnelle? C'est une loi. Ou encore que certains départements aient annoncé publiquement suspendre la prise en charge des mineurs non accompagnés. Alors la loi, c'est la loi. Elle est la même pour toutes et pour tous, et elle doit être respectée et appliquée par chacune et par chacun. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des blocages, qu'il y a effectivement un problème de moyens, un manque de moyens financiers, un manque de moyens humains, ça c'est clair, mais il y a aussi un problème de mentalité à faire évoluer les choses, je dirais, en profondeur pour une vraie reconnaissance des droits de l'enfant. Par exemple, toujours au Sénat, malgré les propositions multiples faites par notre groupe, le groupe communiste,
Nous n'avons pas obtenu, parce qu'il y a eu un refus de la majorité droite du Sénat, nous n'avons pas obtenu qu'il y ait une délégation aux droits des enfants au Sénat. La réponse que nous a fait Larcher, ça a été de dire, le président du Sénat, ça a été de dire le travail est déjà fait par la Commission des affaires sociales et par la délégation aux droits des femmes. Et je me réjouis qu'à l'Assemblée nationale, il y ait une délégation aux droits des enfants qui ait vu le jour en septembre de 2022. Mais vous voyez, voilà, c'est pour ça que moi, à la lumière de mon expérience, pour ne pas être redondante avec les autres interventions, c'est là-dessus que je voulais mettre l'éclairage. Et pour ne pas être longue, je pourrais vous donner des chiffres sur effectivement le manque de moyens du département du Val-de-Marne. On pourra l'échanger si vous voulez au niveau de la discussion. Mais je voudrais quand même insister sur un point, parce qu'on n'en a pas tellement parlé, c'est la question des assistants familiaux. Je pense que c'est un point aussi qui est extrêmement important parce que leur nombre est de plus en plus restreint. Ce sont en général des femmes qui atteignent l'âge de la retraite et qui ne sont pas remplacées et qui, compte tenu des conditions d'ailleurs d'exercice de leur profession, eh bien, ne représentent pas une profession, je dirais, attractive. Et c'est un moyen finalement qui devient de plus en plus aléatoire parce qu'il y a de moins en moins d'assistants familiaux. Et je voudrais dire, parce que c'était quand même l'intitulé de notre table ronde, que quand on dit comment améliorer le dialogue entre l'État, les départements, les professionnels, etc., moi je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment des lieux de concertation et de prise de décision, mais partagés avec les professionnels de santé, tous les professionnels de santé, les syndicalistes, les représentants des départements. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu, comme beaucoup d'entre vous, un cas d'une assistante familiale qui avait en garde une petite fille avec des pathologies multiples depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 9 ans. Il y a eu une décision de l'ASE de Paris de lui retirer cette petite fille. C'était un déchirement pour elle et aussi un déchirement pour la petite fille, alors que les rapports de l'école montraient qu'elle avait progressé, etc. Il y a eu des interventions qui ont été faites au niveau syndical, au niveau aussi d'un certain nombre de responsables politiques. Moi, je suis intervenue parce que je connaissais cette assistante familiale, mais surtout qu'elle était dans ma ville et que j'avais vu le dossier. Mais ne serait-ce qu'avoir un vrai dialogue, un échange pour pouvoir mesurer pourquoi il y avait cette mesure, pourquoi on retirait cette petite fille et quelles étaient les conditions dans lesquelles cette petite fille allait se retrouver. C'est une petite fille de 9 ans qui donc avait vécu 5 ans dans une famille aimante, qui allait se retrouver avec une autre assistante familiale, qui avait des enfants en charge qui avaient de grosses pathologies, avec une assistante familiale qui atteignait l'âge de la retraite, 64 ans. Donc cette petite fille allait y rester très peu de temps. Et alors que la juge avait prononcé un droit de visite pour l'ancienne assistante familiale, ce droit de visite n'a jamais été respecté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on piétine le droit de l'enfant et comment, à partir de cette histoire-là, est-ce qu'on peut se reconstruire? Et ça rejoint ce qu'ont dit les intervenants précédents et notamment Serge Klopp. Donc voilà, et pour conclure, je voudrais dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un pilote dans l'avion, que ce pilote, ça doit se faire au niveau du gouvernement. C'est pour ça que vraiment, moi, je plaide pour un ministère de plein droit de l'enfance, d'autant que j'ai vu que quand Taquet a été secrétaire d'État, eh bien, le fait d'être secrétaire d'État, il avait des arbitrages extrêmement difficiles face à Bercy. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un ministère de plein droit avec tous les moyens humains et financiers. Et on ne pourra vraiment se dire qu'on a fait bouger la protection de l'enfance qu'en ayant un regard global sur l'enfance d'une manière générale et revoir tout ce qui est pédopsychiatrie, tout ce qui est, comment dirais-je, santé scolaire, éducation nationale, etc. C'est quand même un tout. Et je conclurai en disant que, je vais reprendre une phrase d'Édouard Durand, ce qui est moral,
c'est de protéger le développement de l'enfant, car il est vulnérable et garant de la continuité du monde. Merci Laurence. Je vais passer la parole donc à Elsa Faucillon. Je crois que tu as déposé une proposition de loi visant à supprimer les dispositions relatives aux mineurs non accompagnés sur la loi de 2024. Et tu es membre de la délégation aux droits de l'enfant, non, c'est pas ça? Je l'ai été. D'accord. Je vais le dire. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais rebondir sur l'intervention de Laurence parce que je crois comme elle qu'il y a une forme de lien entre la question droits des femmes et droits des enfants, parce qu'il y a là un sujet de domination. Et pendant longtemps, l'enfant a été un sujet un objet de domination. Et son évolution, du point de vue du droit, a été extrêmement lente avant qu'il devienne sujet de droit. Et le premier de ces droits, c'est évidemment celui d'être protégé. L'enfant, pendant trop longtemps, c'est celui qu'on n'écoute pas, qui ne prend pas la parole, mais qu'on n'écoute pas. La différence, je dirais, actuellement, c'est que justement, des anciens enfants placés ont largement pris la parole, ont chuchoté, ont parfois hurlé. Et que je considère que nous mettons trop de temps à les écouter, à les entendre et à les écouter. Je me souviens d'une expérience à l'Assemblée nationale lors de mon premier mandat, donc le 2017-2022, où nous avions eu, dans le cadre de la préparation de la loi Bourguignon, sur la question justement des contrats jeunes majeurs, toute une série d'auditions. Et je crois pour la première fois avec une table ronde qui accueillait 7 anciens enfants placés venant nous raconter leur parcours au sein de la protection de l'enfance. Et je dois vous dire que je pense que sur les 2 à 3 heures d'audition, je crois que les députés qui étaient là, on devait être à peine une dizaine, je pense que tous et toutes a au moins versé une larme à un moment de cette audition. Je crois avoir pris la parole l'an dernier en disant aux adultes qui étaient maintenant devant nous qu'il fallait évidemment qu'ils prennent en compte ces larmes, il y a de l'émotion, mais qu'ils jugeraient la qualité de ces larmes une fois que la loi serait votée ou non. Ils ont été largement déçus, évidemment, parce que la loi promettait un accompagnement jeune majeur jusqu'à 25 ans, systématique, etc. Et que la loi Bourguignon, elle a été largement vidée de son sens. Je raconte ça parce que je suis évidemment d'accord avec ce qu'ont dit plusieurs ici, c'est-à-dire le fait qu'il faut qu'il y ait un travail transpartisan. Et quand je peux le faire, je le fais. Mais je veux dire aussi combien la question de l'enfance est un sujet politique et qu'il faut le mener, qu'il est aujourd'hui, en tout cas que l'enfance est aujourd'hui un sujet politique mineur. Et d'ailleurs, je vais le dire comme ça de manière un peu provocatrice, mais il est tellement mineur que la plupart du temps, ce sont des femmes qui sont secrétaires d'État et que la plupart du temps, on ne se souvient pas de leur nom. Voilà. Donc, on a besoin, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et très heureuse que ça existe, que ces assises existent, qu'on puisse faire de cette question un vrai sujet politique. Et quand je dis ça, ça n'est pas contradictoire avec le fait, évidemment, de mener un travail transpartisan. Mais ça veut dire que pour mener ce travail transpartisan, nous avons besoin, je dirais, de hausser pas simplement nos propositions, mais je dirais notre vision politique sur la question de l'enfance et sur ce grand sujet qui est un grand sujet d'émancipation évidemment pour les communistes. Donc ça c'était un peu le propos liminaire pour dire combien aussi d'ailleurs je dirais dans une période qui est marquée politiquement par un moment particulièrement répressif, combien l'enfance est visée aussi par ces politiques répressives. Et j'ai tendance à dire que dans cette période, la vision politique qui est calquée sur l'enfance en général, c'est une vision de redressement. Il faudrait redresser les enfants, en fait, il faudrait les mater. Ce qui va évidemment à l'encontre des premiers des droits qui les concernent, qui est celui de la protection. Avant de venir au sujet qui m'est cher, évidemment, celui des mineurs non accompagnés,
Je voudrais parler de la protection de l'enfance en général et du sujet qui nous préoccupe sur cette table ronde, sur le sujet État-département, qui est un sujet qui, y compris à gauche, je dirais pas divise, mais en tout cas sur lequel il y a des divergences qu'il faut, des nuances qu'il faut trancher. Il y a la question, par exemple, de la recentralisation ou non. Je dois vous dire qu'il m'est arrivé d'osciller sur cette question. Je reste persuadée qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas la recentralisation de la protection de l'enfance, mais la responsabilisation de l'État sur la question de la protection de l'enfance. Laurent citait les questions de décret d'application, mais on a dans beaucoup de départements aujourd'hui des droits, une effectivité de droit des enfants qui n'est pas appliquée. Et donc, comment l'État reprend la main, non pas pour reprendre la compétence, mais pour faire appliquer tout simplement les lois qui sont votées. Elle a cité les hôtels, on a cette question-là, mais du point de vue des mineurs non accompagnés, par exemple, comment on peut accepter qu'alors qu'une décision de justice envoie un enfant dans un département du fait de la clé de répartition décidée nationalement, il est envoyé en Haute-Saône, je crois, par un train, tout seul, et qu'il y a un agent du département qui est envoyé donc par le président du conseil départemental dire « Puisque tu es un mineur non accompagné, nous ne te prendrons pas en charge parce que nous avons passé une délibération disant que nous ne prendrions plus en charge les mineurs non accompagnés. » Comment un président de conseil départemental peut rester tranquille devant la loi et devant la justice après cette mise en danger? Donc, je montre cet exemple-là simplement pour rejoindre les propos qui ont été dits jusque-là sur le fait que la question, c'est pas, en tout cas à mes yeux, une histoire technique, même si elle n'est pas que technique, de là où se situe la compétence, mais là où se situe la responsabilité. Et en matière de dysfonctionnement de protection de l'enfance, il est très clair qu'aujourd'hui, l'État est le premier parent défaillant en protection de l'enfance. D'abord parce qu'il ne fait pas en sorte de vérifier et de faire appliquer la loi. Deuxièmement, parce qu'il n'a pas accompagné suffisamment la décentralisation dans les départements et que cette décentralisation, elle a plutôt été un désengagement au lieu de chercher à répondre aux besoins que les départements évoquent. Et puis aussi parce que des politiques publiques depuis des années se sont désertifiées. Je pense évidemment à la pédopsychiatrie ou à la protection maternelle et infantile, mais aussi à la santé scolaire, qui sont évidemment aussi des éléments qui conduisent aujourd'hui à ce qu'il y ait de plus en plus d'enfants qui se retrouvent sous protection de l'enfance. On a parlé des politiques de prévention. Elles sont évidemment essentielles. Moi, je considère que dans la période, même si elles sont évidemment trop absentes, on constate quand même qu'il y a un repérage plus important dans la société des enfants qui sont en souffrance et qui doivent être pris en charge par la protection de l'enfance. Mais le grand drame, c'est qu'alors qu'il y a ce repérage, eh ben, en fait, on a une protection de l'enfance bien trop en dysfonctionnement pour pouvoir répondre justement à ce repérage. Alors ça se traduit évidemment par des décisions de justice qui sont pas appliquées, mais ça se traduit aussi par le fait que leurs besoins, ceux qui sont exprimés, ne trouvent pas les bonnes réponses au sein de la protection de l'enfance. Et je veux tout de suite préciser quand je dis ça, parce que je sens bien le débat qu'il peut y avoir. Est-ce que quand on dit que ça dysfonctionne de manière générale, on accuse toutes celles et ceux qui tiennent à bout de bras la protection de l'enfance? Ben non, justement, on remercie d'autant plus celles et ceux qui aujourd'hui tiennent à bout de bras la protection de l'enfance parce qu'on dit que justement, elle dysfonctionne de manière assez générale. De la même manière que quand on dit que l'hôpital est largement en crise et que la santé publique est largement en crise, on ne cogne pas les infirmiers et les aides-soignantes. On leur dit un grand merci, on les applaudit, mais on dit aussi que on a un état défaillant de ce point de vue-là. Donc vraiment, je trouve qu'il ne faut pas opposer ces deux points de vue. Ils ont un lien, à mon sens, très logique, mais ça n'empêche pas de pointer combien cette maltraitance institutionnelle, elle peut devenir, comme on l'a vu par exemple en psychiatrie ou dans d'autres domaines, combien elle peut conduire à des maltraitances parfois d'agents vis-à-vis des premiers concernés. Donc
oui à en faire un sujet politique majeur, oui à un ministère de plein exercice, mais je crois que les deux sont liés. Si on en fait un sujet politique majeur, alors on donnera de la force à cette question pour qu'on ait un ministère de plein exercice. Et oui à des départements qui ont les moyens d'exercer leurs compétences, mais par contre on ne laisse pas tranquille des départements qui aujourd'hui n'assument pas ces compétences. Et je dirais du point de vue des MNA, que des mineurs non accompagnés, pardon, ça suffit de se laisser, je dirais, dominer par ce discours qui consiste à dire qu'aujourd'hui, la protection de l'enfance, elle aurait des difficultés financières, des grandes difficultés, du fait des mineurs non accompagnés. On parle de quoi? On parle de 30 000 gamins nationalement, et c'est eux qui aujourd'hui auraient fait s'effondrer la protection de l'enfance. Mais enfin, ça suffit. C'est impossible de dire ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés, il suit aussi une autre courbe, qui est une augmentation aussi du nombre de gamins nés sur le territoire français qui ont besoin de la protection de l'enfance. On a vu une augmentation des nourrissons, parce qu'il y a un meilleur repérage sur les 1000 premiers jours. Il y a une augmentation des adolescents qui, pardon de le dire comme ça, mais Serge, mais qui pètent les plombs. Voilà. Parce que quand il faut attendre 2 ans pour aller dans son CMP, évidemment, il y a un moment, on pète les plombs. Donc, il y a globalement, pas simplement chez les mineurs non accompagnés, mais il y a globalement plus besoin de protection de l'enfance qui nous pousse évidemment à hisser le niveau de notre engagement sur cette question. Et puis parce que je sens que je vais être trop longue et que je ne peux pas tout dire, oui, il faut un accompagnement jusqu'à 25 ans. Je crois que qu'on soit parent ou qu'on ne le soit pas, on voit bien que nos minots à 18 ans, déjà les nôtres qui n'ont pas forcément subi de drame dans leur vie, ils sont quand même pas tout à fait prêts pour la vie active. Et dire ça, ce n'est pas une position dominante, c'est simplement dire qu'ils ont encore besoin d'accompagnement pour leur émancipation. Donc celles et ceux qui ont vécu des drames, on peut penser qu'ils ont encore un peu plus besoin. Mais moi, plus largement encore que des contrats jeunes majeurs systématiques, je milite pour qu'à l'échelle de notre pays, on ait une politique des 18-25 ans. Ça existe dans d'autres pays européens et donc il nous faut nous doter d'une politique plus générale pour la jeunesse 18-25 ans et y compris de celles et ceux qui sortent de la protection de l'enfance. Moi, j'ai pas de phrase de conclusion, j'aurais dû me prendre une petite citation. Donc je suis désolée pour ça, mais évidemment, je veux juste terminer dans les propositions par dire que on peut pas confier la protection des droits des enfants au secteur privé lucratif. C'est pas après les révélations sur les crèches et les EHPAD des scandales qui a eu lieu qu'on peut confier la protection de l'enfance à ce type de secteur, même si on a en revanche un secteur associatif, lui, privé à but non lucratif, qui vraiment, en tout cas, est absolument utile dans notre société, qu'il faut valoriser. Mais on voit bien ce qui nous guette si on laisse aujourd'hui, justement parce qu'il y a de grands dysfonctionnements, si on laisse le secteur privé lucratif venir s'occuper de ça, on voit bien les immenses dangers que ça représente. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Cinderella Marchand. Oui. C'est bon? C'est bon? Merci. Vous m'entendez? Non. Oui. C'est bon. Écoute, on fera le tien comme ça. Bonjour à toutes et tous. Merci Véronique pour l'organisation de ces assises nationales du PCF, de la protection de l'enfance. C'est vrai que c'était attendu, espéré. Enfin, on débat sur ce sujet crucial qui est l'accompagnement des enfants en France. Comment on les soutient, comment on accompagne leur famille, c'est à quel moment de leur vie on est présent. Voilà, donc merci de ce moment-là. Alors moi, je suis vice-présidente déléguée à l'enfance-famille du département des Côtes-d'Armor, membre du Parti communiste français, élue depuis 2015 au conseil départemental. J'étais présidente du groupe communiste de l'opposition sur la mandature précédente et
Et donc j'ai souhaité prendre la délégation de l'enfance-famille quand nous avons repris le département à gauche aux dernières élections. Un sujet dont nous en avons fait notre priorité politique du mandat. Alors pour vous dire qu'il y a des départements qui investissent, ça va donner un peu d'espoir avec ce qui vient d'être dit depuis ce matin. Quand j'entends qu'il y ait des baisses budgétaires dans certains départements sur la protection de l'enfant, je me dis mais comment c'est possible? C'est forcément un budget qui ne peut faire qu'évoluer à la hausse chaque année de mandat. Donc nous, on en a fait une priorité. On a donc investi massivement sur cette politique publique. On l'a augmenté de plus de 50%. C'est-à-dire plus de 40 millions d'euros consacrés sur cette politique pour faire face à la situation de crise que l'on traversait à la sortie du confinement, à la pyramide des âges des assistants familiaux aussi, donc un déficit d'offres d'accueil sur le département. Et puis donc, je vous disais, à l'augmentation des besoins. Pour un département, on est à 650 000 habitants, on a 1800 enfants qui sont accueillis soit en foyer qu'on appelle MEX aujourd'hui ou chez les assistants familiaux. Dans notre histoire, c'était l'accueil familial qui était prépondérant et aujourd'hui, on voit, on était à 70% de l'accueil chez les assistants familiaux et aujourd'hui, la tendance est à l'inverse. On commence à baisser de façon inquiétante puisqu'on est autour de 60% de l'accueil familial, ce qui veut dire qu'en face, il faut créer effectivement de l'offre d'hébergement. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé 400 places d'accueil et d'accompagnement pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, y compris, j'ai inclus les MNA. Volontairement, je ne distinguerai pas les deux publics qui sont les mêmes. En fait, ce sont des enfants. Et donc, pour pouvoir faire face à cette situation-là, donc on se dit formidable, on crée 400 nouvelles possibilités d'accueil avec des petites unités donnant l'accompagnement en soins et éducatifs, donc avec des professionnels de santé qui travaillent avec des professionnels de l'éducation, protection de l'enfance, financés en totalité par le département. Je vous le dis volontairement parce qu'il faut qu'on en parle. Et donc aussi au plus proche des situations des enfants. Donc vraiment on essaie d'avoir une offre très territorialisée sur l'ensemble du département, qu'aucun territoire du département ne dispose pas d'une offre d'accueil et d'accompagnement de ces enfants-là. On a développé un grand plan de formation auprès des professionnels de la prévention protection de l'enfance, avec l'idée d'avoir des temps de formation communs avec l'éducation nationale, le médico-social, etc., parce que nous sommes sur des enjeux communs de compréhension et donc il faut qu'on ait cette formation ensemble. Et puis ces temps-là sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de favoriser l'interconnaissance entre les professionnels et de mieux se parler. Quand on parle du dialogue, il ne se passe pas qu'au niveau des dirigeants, il se passe aussi au niveau des acteurs de terrain qui ont besoin de se connaître, comprendre quelles sont les difficultés des uns et des autres et puis pour mieux se parler ensuite et mieux coordonner le parcours de l'enfant. Donc ça, ce sont des temps essentiels sur les choses à mener. On a développé, ce que tu parlais des 1000 premiers jours tout à l'heure, on était parmi les premiers départements à développer le dispositif qu'on appelle PANJO, donc l'accompagnement à la parentalité avant même la naissance de l'enfant et jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et il y a un certain nombre d'autres dispositifs, je pourrais faire la liste, mais bon, voilà, 3 ans après, on est toujours dans la même situation. Donc 3 ans après, on est toujours en sureffectif au CDEF, qui est notre centre d'accueil d'urgence. On est en sureffectif chez les assistants familiaux, qui peuvent accueillir jusqu'à 5 enfants en sureffectif. Une seule famille, pas d'approche pluridisciplinaire. 24 heures sur 24 avec les enfants. On est dans cette situation-là. Toujours une centaine d'enfants qui sont en attente d'un placement, qui ne sont pas aujourd'hui protégés. Toujours des mesures d'accompagnement en milieu ouvert dont je souhaiterais qu'on parle aussi. On est aussi avec un taux important d'attente.
Ce qui est formidable en protection de l'enfance, c'est que un bénéficiaire du RSA, lui, il n'attend pas. Il rentre dans le circuit bénéficiaire du RSA, il a son allocation, il rentre dans le parcours de l'accompagnement. Un enfant, on lui dit bah, tu attendras qu'on ait les moyens de pouvoir t'accompagner. C'est ça la réalité, et je la partage assez tranquillement parce que je la porte, cette politique-là. Mais je peux vous assurer qu'en termes de responsabilité, c'est quelque chose qui est assez douloureux quelquefois de se dire qu'on en est encore là. Ça veut dire que la question de la place n'est pas la seule réponse à apporter sur un système qui est aujourd'hui en grande difficulté. Il y a cet enjeu d'offre d'accueil et d'hébergement. Désolée. C'était le titre. J'adore. Bon retour. Il y a cette question effectivement de l'offre d'accueil et d'hébergement à diversifier. Il y a la question du recrutement des professionnels, de l'accompagnement des professionnels. C'est important d'en parler. Il n'y a pas que la question de la formation des professionnels, mais c'est un métier qui a besoin d'être accompagné. Moi, depuis le début de mon mandat, je demande qu'il y ait que la pratique professionnelle soit la formation à la pratique professionnelle. Comment on appelle ça ? L'analyse de pratique professionnelle, ça ne me revenait plus. L'analyse de pratique professionnelle soit intégrée dans le métier du travailleur social, en fait. Systématiquement, il a cette analyse de pratique professionnelle dans son travail. Et aujourd'hui, je n'ai obtenu qu'une augmentation de l'enveloppe dédiée à ces analyses de pratique professionnelle, ce qui est déjà pas mal. Ce qui veut dire qu'à tout moment, n'importe quel professionnel peut saisir ces analyses de pratique pour pouvoir comprendre la situation, élucider avec ses collègues en approche pluridisciplinaire. Mais sauf que ce que je sais, c'est qu'ils sont tous en surcharge de travail, avec un nombre conséquent d'enfants accompagnés. Et donc, ils savent qu'ils en ont besoin, mais ils ne vont pas le saisir parce qu'ils n'ont pas le temps. Il y aura toujours un enfant qui sera prioritaire ou une famille qui sera prioritaire à leurs propres besoins professionnels. C'est pour ça que ça doit faire partie intégrante du métier des travailleurs sociaux, quels qu'ils soient, de la TISF, travailleuse en insertion sociale et familiale, à l'éducateur spécialisé. On a aujourd'hui une offre de métiers qui interviennent en protection de l'enfance, un panel de métiers qui mérite d'être accompagné à tous les niveaux de son intervention dans sa pratique professionnelle. C'est essentiel. Donc je pense qu'on doit vraiment mettre en lumière, nous, Parti communiste, le fait que cet accompagnement professionnel, au-delà de la formation qui est certes indispensable, c'est quelque chose auquel on est extrêmement attaché et ça fait partie de ce métier, des métiers du social. Et sortir de Parcoursup. Alors là, il faut arrêter avec Parcoursup. Ça, et puis, il faut le marquer, hein, parce qu'il faut vraiment sortir de Parcoursup. Ce n'est pas un métier qu'on fait par hasard. C'est un métier qui nous engage, qui engage nos familles. Voilà, je ne vous ai pas dit, mais je suis éducatrice spécialisée de formation, hein, donc je sais. J'ai la culture PJJ. Mais et la protection de l'enfance, ce n'est pas la protection judiciaire de la jeunesse. La prévention spécialisée, qui est une compétence obligatoire des départements, ce n'est pas de la prévention de la délinquance. C'est de la prévention à la protection de l'enfance. Je tiens à le repréciser parce que bien souvent, là où, au moment où on place l'enfant que sur le volet sécuritaire, hein, on a tendance à faire des amalgames. Nous sommes bien en prévention, protection de l'enfance. J'aurais plein de choses à vous dire et c'est assez frustrant de ne pas pouvoir aller au-delà, mais il y a une chose à laquelle je suis attachée avec mes collègues. Je dis je, mais en fait c'est vraiment un travail collectif. Je dis je parce que du coup en tant que vice-présidente, c'est moi qui suis sur le terrain, mais on est vraiment dans une approche collective. C'est vraiment porté par tous les élus de la majorité, parce que quand on investit autant en protection de l'enfance, comme je vous le dis, ça veut dire qu'on fait aussi des sacrifices dans les autres politiques publiques du département. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Le fait qu'on ait pu investir à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a sacrifié sur d'autres champs de la politique publique portés par le département, qui font pourtant sens, qui font pourtant projet de société commun. Je peux vous parler de la culture, du sport. C'est dramatique qu'on en soit là aussi, parce que ce sont des politiques publiques de prévention précoce, en fait, de prévention globale. Il n'y a pas que la prévention en soutien à la parentalité. Et quand on dit penser l'enfant dans un écosystème, en fait, toutes ces politiques publiques-là font aussi partie de cet écosystème-là. Et la difficulté dans laquelle sont les départements aujourd'hui fait que quand ils font le choix d'investir sur une politique pour répondre aux besoins réels de la population, là où sont leurs compétences obligatoires, ça veut dire qu'ils vont aller dégrader là où ne sont pas leurs compétences obligatoires. Pour autant, ça faisait du sens pour la société et ça faisait vraiment projet. Donc,
on est là aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée au niveau des départements. Ce qui va m'amener, donc je voulais vous dire que là, avant d'arriver à ça, j'ai pas construit mon idée, hein, donc vous m'excuserez. La préoccupation qu'on a pu avoir, on a commencé le mandat à faire avec une journée départementale autour de la parole de l'enfant. Parce qu'on considère, enfin, je fais partie de ces personnes-là, en tous les cas, qu'on considère que pour faire évoluer nos pratiques professionnelles, pour mieux accompagner les besoins des enfants, il faut qu'on puisse les entendre, il faut qu'ils fassent partie de nos organes décisionnels à un moment donné. On parlait tout à l'heure des appels à projets, on a fait des appels à projets en présence de jeunes que l'on accompagnait pour voir si véritablement le projet correspondait bien à leurs attentes aussi. Et ça aussi, je pense qu'on pourrait l'inscrire dans les propositions du PCF. Du PCF, on fatigue, du PCF, le fait qu'on s'assure de la prise en compte des enfants dans leur parcours et sur les décisions que l'on puisse prendre. Donc il faut qu'on trouve là une proposition qui intègre la prise en compte des paroles, de la parole des enfants et des anciens de l'aide sociale à l'enfance. Dans mon département, on est à l'amorçage, on essaie d'initier justement ce travail-là avec les anciens de l'aide sociale à l'enfance pour pouvoir faire évoluer les choses et faire ce qu'on appelle la pérédance. Pour en venir à ce qui, et j'en terminerai, mais en même temps j'ai un peu la parole, pour en venir à ce qui était de la gouvernance et de la préoccupation de cette table ronde. Je suis assez préoccupée à mon niveau et je le dis partout. Là, ça fait plusieurs colloques que je fais et je vois bien, j'étais avec Agnès Canaillé il n'y a pas très longtemps et Perrine Goulet il y a 3 semaines. Et donc j'entends la question d'une part, et tu l'as évoqué Elsa, d'accepter que le privé vienne s'occuper des enfants, ça choque personne. Donc là, j'ai dit simplement Agnès, non, en fait, c'est pas possible. Donc c'est un vrai sujet et un vrai combat politique. Et sur la question de la gouvernance, la volonté, et je sais qu'Isabelle Santiago le porte, et j'en ai échangé rapidement avec elle la dernière fois lorsqu'elle nous a présenté en petit groupe son rapport, c'est la question des comités départementaux, qui seraient en gouvernance partagée État-département. Moi, je suis en alerte sur cette proposition-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ça fait un peu plus de 40 ans que la protection de l'enfance est décentralisée. Donc, elle est décentralisée au département. Donc, c'est une politique très jeune au niveau des départements. J'entends la question de veiller au respect de la mise en œuvre de la loi. Et d'avoir une égalité des droits pour tous les enfants partout sur le territoire national. J'entends, je ne pense pas que le comité départemental soit la bonne réponse. Je pense qu'il y a des lois à faire respecter, que l'État a le pouvoir de faire respecter ces lois. C'est à lui de faire ce qu'il doit faire. Et je voudrais rappeler quand même que depuis 2010, c'est rappelé dans le rapport Santiago, elle le dit très bien d'ailleurs, depuis 2010, les départements sont progressivement dépourvus de leur autonomie financière. On a perdu beaucoup de pouvoir. La loi NOTRe aussi est venue repartager les compétences. Donc on a perdu des compétences, la compétence économique notamment, et la compétence de clause générale. Depuis 2010, on a perdu progressivement notre autonomie financière, ce qui fait qu'aujourd'hui, on dépend de l'État, on dépend de la consommation, on n'est plus, nous, de pouvoir d'agir sur nos recettes. Donc, quand nos dépenses, alors qu'on a la lourde tâche de mettre en œuvre les politiques de solidarité humaine, que ce soit les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes bénéficiaires du RSA en insertion et les enfants. Qui sont, et on le sait, la société est telle que ce sont des besoins qui sont en constante augmentation. Et donc, le fait que il y a eu d'ailleurs débat, il y a eu débat sur le sujet de la renationalisation de la protection de l'enfance, qui me préoccupait grandement. Tous les acteurs de la protection de l'enfance sont tous parfaitement au clair là-dessus. La meilleure strate pour mener cette politique-là, c'est le département.
Et venir voir l'État s'inviter dans une instance de co-dirigeance en termes de cette politique publique, moi, me laisse entendre que l'on prépare la suppression des départements. Parce qu'en 2015, quand j'ai été élue avec mes collègues, il était question qu'il n'y ait plus d'élections départementales. On devait supprimer les départements. Et je pense que c'est toujours dans les tuyaux. Et qu'en fait, petit à petit, on organise les choses pour que l'État arrive un peu plus en pouvoir dans ces politiques publiques-là, et que du coup, au bout du bout, parce que le plus dur, c'est bien le fait c'est bien les politiques de solidarité humaine, au bout du bout, quand il aura pris ses aises, eh bien, ça reparte, on supprimera les départements. Et donc, c'est une vraie bataille, parce qu'on a besoin que cette strate perdure. Enfin, c'est l'histoire de notre République, c'est notre colonne vertébrale. Entre la commune et les départements, on a un savoir-faire inexorable, et donc c'est une richesse, il faut qu'on le maintienne. Et donc je pense que pour le coup, cette gouvernance-là ne peut pas passer par des comités départementaux avec le préfet. D'ailleurs, moi j'ai vu le préfet arriver par décret sur le schéma départemental des services aux familles. Je peux vous assurer qu'il n'y connaît absolument rien, et qu'on fait très bien sans sa présence, puisque de toute façon il n'est jamais là, sauf quand il y a la presse. Donc c'est vraiment pas le sujet. On a des outils stratégiques qui nous permettent de travailler avec l'État, avec l'ARS, avec l'éducation nationale, avec le milieu associatif, avec les syndicats. On a notamment l'ODPE, l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, qui permet de recueillir ensemble et de partager nos données sociales, sauf qu'on n'avait pas la culture du social en protection de l'enfance. Donc c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. On a le schéma départemental enfance-famille, qui est un outil stratégique que nous avons co-construit avec l'ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, représentants des usagers et des professionnels. On a déterminé une feuille de route sur 5 ans pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc là, on a ces outils-là qui nous permettent de travailler ensemble. Et j'en terminerai avant de laisser la parole. Le sujet, quand je vous disais tout à l'heure, on en est toujours au même point en termes de difficultés, de tensions. Je suis même très préoccupée là pour cet été. Je ne sais pas comment on va pouvoir protéger les enfants qui seront en besoin d'urgence de protection. Donc j'ai une réunion la semaine prochaine avec les partenaires associatifs. On a un vrai sujet aujourd'hui en protection de l'enfance qui est d'une part la désinstitutionnalisation. Il faut qu'on arrive à prendre ce virage-là. C'est pas normal qu'on soit le premier pays européen à placer les enfants. On a d'autres façons il y aurait d'autres façons de faire. C'est l'évolution, c'est le virage qu'on souhaite prendre d'ici la fin du mandat. Pouvoir renforcer les équipes qui vont intervenir au domicile, travailler avec l'environnement de l'enfant, c'est vraiment le virage que doit prendre la protection de l'enfance. Et puis on a cette question cruciale des enfants qui ont dit à double vulnérabilité. Et ça, c'est vraiment le sujet qui vient fragiliser aussi aujourd'hui la politique publique de la protection de l'enfance. On a ces enfants dont personne ne veut, mais personne. Et donc, les seuls qui prennent, de toute façon, c'est l'ASE. C'est l'ASE. Mais ces enfants-là, quand on parle de maltraitance institutionnelle, ce sont eux les premiers qui sont victimes de cette maltraitance institutionnelle. Mais vraiment, là, quand vous parliez tout à l'heure d'enfants qui pouvaient être accueillis plus d'1 an dans un dispositif d'accueil d'urgence, oui. Moi, j'en ai 9 dans mon département qui sont accueillis depuis plus d'1 an dans leur dispositif d'accueil d'urgence. Ce sont des enfants à double vulnérabilité. Ce sont eux où on ne trouve pas d'orientation possible, d'accueil adapté qui puisse les prendre en charge. Et souvent, pour ces enfants-là, au bout d'un moment, et parce qu'ils finissent par exploser, parce qu'ils ils sont pas à leur place dans un foyer d'accueil d'urgence qui n'est pas là qui n'est pas un foyer de moyen long séjour. Ils voient tous les autres enfants partir et eux ils sont là, ils attendent leur tour, mais ça vient jamais. Et donc ils finissent par exploser et à agresser ou leurs camarades ou les professionnels. J'aurais des choses aussi à dire là-dessus, mais et donc, c'est de l'accueil du 1 pour 1. On organise un accueil, donc rupture d'accueil, on organise un accueil, 1 pour 1, un gîte, des professionnels. C'est ça qui se passe. C'est ça la protection de l'enfance pour ces enfants-là qui ont des doubles vulnérabilités ou triples ou quadruples, enfin, qui ont des besoins multiples. Et c'est contre ça. Et ça, pour moi, je l'avais énoncé quand j'avais été auditionnée à la commission parlementaire des droits de l'enfant avec Perrine Goulet. J'avais dit que la politique d'inclusion du handicap, c'est une politique d'exclusion des enfants.
et il faut l'admettre, il faut en prendre conscience, que ça fait beaucoup de mal et que pour ces enfants-là, bien souvent, en fait, ce ne sont pas des enfants qui relèveraient de l'ASE, en fait. Ce sont des enfants qui, aussitôt, dès l'apparition des difficultés qu'ils pouvaient faire montrer, il y avait eu aussitôt une prise en charge adaptée, ils ne seraient pas arrivés dans le circuit de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, j'en termine. Oui. Oui. Après, ouais. Juste 2 mots sur l'organisation, parce qu'on a pris quand même pas mal de retard. Donc là, Jean-Marc va intervenir 3 minutes, tant pis, hein, pas plus. 3 minutes, je peux. Et on ira manger. Et par contre, on prendra les questions au retour du repas. Non, mais c'est pas grave. Mais bon, je vais y aller. Même 3 minutes, ça sera très difficile parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Tout d'abord, bon, je veux remercier d'avoir organisé ces assises. Hein. La protection de l'enfance est une question politique à part entière. Et je dirais d'ailleurs que le devenir des sociétés dépend beaucoup de la façon dont on traite l'enfance et les enfants en général. Ouais, je vais commencer par... Tu as amorcé un débat qui serait intéressant de mener sur la question des départements, mais on ne peut pas le mener là. Mais je pense que ce n'est pas par ce biais-là qu'ils vont foutre en l'air les départements, mais on en reparlera. En tout cas, il faut trouver des institutions pour sortir de la pression politique sur une mission comme ça à tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'est l'enjeu, y compris de démocratisation du pays, qui est posé par tout ça. En fait, c'est sur la petite enfance, mais sur un tas d'autres domaines, c'est comme ça. C'est la même chose qui se pose. Donc, je vais commencer par dire des généralités. Hein. La loi de 83, donc, qui a confié la compétence de la protection de l'enfance au département. Néanmoins, l'État continue à agir dans ça. Hein. Et notamment parce qu'il intervient sur les mesures sanitaires, il intervient sur les mesures éducatives et en matière judiciaire. À noter également, parce que moi je mets un petit peu ça dans le lot, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, que la petite enfance, elle est aussi gérée par des collectivités locales, hein, notamment les communes, voire les intercos, puisque beaucoup ont été transférés aux intercos aujourd'hui. Toujours dans le concret, ce sont donc les services de l'aide sociale, l'ASE, qui exercent les missions ou les compétences qui sont confiées au département sur la question de la protection de l'enfance, et cela sous l'autorité des présidents ou des présidentes des départements. La réalité aujourd'hui, tu l'as dit d'une certaine manière, et ça a été dit un petit peu avant, c'est que depuis plusieurs années, les départements souffrent particulièrement, avec des dotations budgétaires qui sont, je dirais, rabotées de plus en plus, hein, des budgets contraints. Et bien sûr, moi je suis dans le département de la Drôme, hein, par exemple, je le constate tous les jours, hein, de ce point de vue-là, la tentation est très forte de couper dans les dépenses sociales, même s'il y a obligation, mais malgré tout, ils coupent. Et une des dépenses dans lesquelles ils coupent, c'est la protection de l'enfance. C'est la protection. Quel est le nombre d'intervenants qui a disparu, je dirais, sur le terrain de ce point de vue-là, c'est phénoménal dans un département comme le nôtre. C'est phénoménal. Et alors qu'il y a besoin de plus en plus de personnel, qu'il y aurait besoin de plus en plus de personnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de protection de l'enfance. Comme il y a besoin de sécurité pour l'ensemble de la population, il y a besoin de protéger l'enfance. Parce qu'on est dans une société qui se délite. Il y a des problèmes énormes. Et il faut reconstruire la sécurité, reconstruire une vraie protection. Et en ce qui concerne, je dirais, les emplois nécessaires, il y en a quand même beaucoup. Il y a les éducateurs, les assistants familiaux, ça a été dit, assistants sociaux, les magistrats, psychologues. Il y a aussi pédiatres, il y a aussi médecins. C'est tout cela dont on a besoin pour assurer une vraie protection de l'enfance. Et aujourd'hui, les coupes dans les personnels ont des conséquences sur le fonctionnement des ASE, bien évidemment. Avec des emplois qui disparaissent, je l'ai dit, mais et aussi des emplois qui disparaissent au tableau des emplois. C'est-à-dire qu'ils sont rayés de la carte définitivement. Et ça a des conséquences directes sur la vie des quartiers, sur la vie des villes, des communes, je dirais, et sur ce qu'on appelle aussi la tranquillité publique. Parce que tout est lié. Ce que disait Jérémy tout à l'heure, tout est lié.
par rapport à tout ça. Et en même temps, il y a de plus en plus de familles qui sont en précarité. Les familles monoparentales, le chômage, la précarité quotidienne de vie, qui met les enfants de ces familles dans des situations très compliquées. Ce n'est pas par hasard si c'est ceux-là qu'on retrouve ensuite, je dirais, manipulés par un certain nombre de personnages. Et il est donc, je dirais, plus que jamais nécessaire de pouvoir aider, protéger et soutenir. Et donc, il faut disposer des moyens pour cela. Moi, j'entends tout ce qui est dit. Bien évidemment qu'il y a, par idéologie politique, certains qui ne veulent pas appliquer des mesures ou des dispositions qui ont été prises ou des lois qui ont été votées, bien évidemment. Mais ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est la question des moyens. Et ça a été dit aussi, mais moi je le répète, je le prends largement à mon compte, ces actions, l'action de la protection de l'enfance, ça relève de l'intervention publique. Et je dirais que l'action publique est le vecteur par excellence, je dirais, pour assumer ce type de mission. Parce qu'il y a continuité, neutralité, proximité. C'est les trois choses qu'il faut prendre en compte. Et de ce point de vue-là, ça justifie la création d'un grand service public. Un service public, je dis de l'enfance, mais le terme, c'est pas important, on peut trouver l'appellation que l'on veut, qui pourrait intégrer de la petite enfance jusqu'à la protection de l'enfance, et y compris pousser jusqu'aux 25 ans. Un service public national, mais décentralisé au niveau des départements et au niveau des communes. Et entre parenthèses, ça règle le problème. Parce que le service public, un vrai service public, hein, c'est-à-dire ça relève presque d'une fonction publique en réel. Hein. Et ça permet, je dirais, de se dégager de l'autorité politique, y compris de l'autorité du préfet. Aujourd'hui, depuis des années, y compris depuis la loi NOTRe, on a fait le contraire. On a voulu mettre sous la tutelle des préfets l'ensemble des administrations. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. L'enjeu, je dirais, c'est de disposer d'institutions et d'acteurs qui soient au plus près des besoins des populations et de la vie des jeunes. Et donc, les départements et les communes sont, de ce point de vue-là, je dirais, des niveaux très appropriés, où on peut trouver le moyen d'exercer au mieux les missions dont on a besoin. Et le service public, il doit intégrer dans sa gestion les salariés, les élus locaux, salariés, c'est le représentant, hein, les salariés, donc les élus locaux, mais aussi les familles, ou ce qui reste, je dirais. Les familles vues au sens large. Et au sein de comités locaux, hein, de gestion. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ça a été dit aussi, hein, le monde associatif est très présent là-dedans. Mais quel rôle il joue exactement ? Il y a quand même un certain nombre de difficultés. Moi, je connais l'ADAPI, par exemple. Bon, bref, je ne vais pas aller plus loin, mais quand même. Bon, mais donc, pardon, qui dit service public dit au moins deux choses. Dit emploi public, c'est-à-dire le recrutement, la formation initiale, la formation de courte carrière, une sécurité de l'emploi et une sécurité des revenus. C'est-à-dire la mise en œuvre d'une véritable sécurité d'emploi et de formation, ce que avance le Parti communiste français, permettant, c'est une proposition centrale, hein, permettant notamment, et ça c'est à mon avis c'est très important, au personnel de changer d'emploi quand il le souhaite. Car on sait que certains emplois dans ce domaine sont particulièrement exigeants en termes d'implication personnelle et chronophages. Donc, il s'agit de construire des carrières et des filières avec passage de l'une à l'autre, voire même changer carrément de service public à un moment donné. Hein. Et bien évidemment, il y aurait accès par voie de concours à cela. Et je dirais de l'assistant familial ou de l'assistant social jusqu'au médecin et au psychologue. Il faut trouver de nouvelles voies par rapport à ça. Et la gestion des carrières serait nationale, moyen d'échapper à la pression politique. Moyen d'échapper à la pression politique locale. Quant au financement, le financement de ces services publics, puisque nous parlons donc, moi je dis nous, c'est moi, je parle de carrière gérée nationalement, doit être assuré depuis le niveau national. Les personnels seraient affectés sur la base de leurs vœux dans les départements et les communes, ouverts pour cela. Leur gestion, la gestion des personnels, relèverait des directions des services des départements ou des communes. Et là, il y a quelque chose de nouveau à trouver. Il y aurait une sorte de mixité, je dirais, nationale, locale, dans la gestion des personnels.
Et ça peut se trouver facilement. Si on réfléchit un peu, on peut avoir les moyens. Cela veut dire que mais cela veut dire aussi, en même temps, que les départements et les communes seraient soulagés de ce financement, finalement. Tout le financement du personnel serait un service public national d'État, donc pris en compte et payé par l'État. Donc ce financement devrait être concrètement assuré par le budget de l'État, bien sûr donc par des prélèvements sur les recettes, particulièrement sur ces recettes fiscales, puisque c'est les principales, mais pour développer, je dirais, et prendre en compte la dimension d'un service public comme celui dont on a besoin et qui soit efficace, je dirais ce simple financement risque d'être un tout petit peu juste. Il y a besoin de quelques rallonges. Et il faut, à mon avis, consentir d'importantes avances, y compris donc en termes de création de personnel, si on veut que ce service fonctionne et rayonne véritablement sur tous les territoires. Et il y a donc besoin d'autres ressources de financement. Et d'autres ressources de financement, j'en ai terminé, hein. Il faut donc pouvoir recourir au pôle public bancaire. C'est une des propositions globales du Parti communiste en ce qui concerne le financement des services publics. Au pôle public bancaire qui existe aujourd'hui, c'est la Banque publique d'investissement, c'est la Poste, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Ça compose le pôle public bancaire. Et il faut donc pouvoir recourir à ce pôle public bancaire pour avoir de l'argent et que ce pôle public bancaire finance à taux zéro. À taux zéro. Notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation des personnels, ce qui est essentiel. Et pôle public bancaire qui, lui, pourrait être refinancé, doit être refinancé à taux zéro aussi par la Banque centrale européenne. Mais ça, on peut l'obtenir, y compris depuis des batailles en France, mais il faut les mener, parce que ça, c'est des batailles. Il ne suffit pas de le dire ou de dire, bon, c'est des grandes propositions politiques, non. C'est des propositions politiques qui doivent être arrimées à des batailles politiques sur le terrain, concrètes. Et y compris, je dirais, à partir de questions comme celle-là, c'est un bon moyen d'avancer. Et j'en termine en disant qu'au niveau européen, la Banque centrale européenne pourrait, elle, financer un fonds pour le développement des services publics qui permettrait, je dirais, y compris d'accorder de l'argent à taux zéro sur la demande de projets communaux, départementaux ou nationaux de ce développement de services publics. Et je le précise que ça est tout à fait possible. La création de ce fonds au niveau européen est tout à fait possible. Hein, et l'article 123.2 des traités qui existent aujourd'hui et qui le permet. Et donc, on a le moyen d'avancer concrètement. Et je le répète, la question, en ce domaine-là, comme en beaucoup d'autres domaines aujourd'hui, la question centrale, c'est celle des moyens. On parle beaucoup de retraite aujourd'hui, on parle beaucoup de protection sociale, mais si il y a de moins en moins d'emplois, notamment des emplois véritablement productifs, si, je dirais, on ne permet pas de recourir à certains nouveaux types de financement, notamment la cotisation sur la valeur ajoutée, eh bien, il n'y aura plus de protection sociale. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et c'est ce que travaille le gouvernement aujourd'hui.